Bonjour à tous, bienvenue pour cette 11e édition de l'Open de l'International. Je m'appelle Céline Monsalier, je suis journaliste et j'ai fondé MapInfo, le média des actions positives en Bretagne. On va donc passer cette plénière pour évoquer ensemble la journée des entreprises bretonnes qui osent le monde, comme c'est magnifiquement écrit sur ce grand écran derrière moi. Oser, avancer, bifurquer, s'adapter, 4 chefs d'entreprise vont venir vous partager leur quotidien, leurs questionnements, leurs choix et vous verrez parfois leurs doutes dans un monde qui, vous le savez comme moi, est chahuté et plutôt mouvant. On va également évoquer l'international comme vecteur de performance durable. Et c'est avec Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, qui viendra échanger ici avec Christian Kefelec sur cette question. On va également remettre le prix du volontariat international en entreprise. Et puis Jean-Pierre Riveri, président de la CCI Bretagne, et Laurence Fortin, vice-président du Conseil régional en charge des territoires, habitat et de l'économie, viendront vous partager également leur point de vue sur cette question en fin de plénière. Vous avez tout le programme. Pour inaugurer et ouvrir officiellement cette plénière, j'invite à me rejoindre Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, et Christian Kefelec, président du directoire BCI. Bonjour Monsieur Guillard. Bonjour à tous et bienvenue. Une fois de plus, Saint-Brieuc est au cœur du monde. C'est normal, on est parfaitement situé ici entre Rennes et Brest. Je le dirais d'ailleurs, vous m'avez spoilé les quelques mots que pardon, je vais dire. je suis désolé, je ne savais pas. Pardon, non, je vous laisse y aller. Allez, je commence par les salutations officielles. Monsieur le Président du Directoire de Bretagne Commerce International, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, ambassadrices, membres du gouvernement, de gouvernement et consulat, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Bienvenue donc pour cette 11e édition de l'Open de l'International, mais surtout 4e édition, donc ici à Saint-Brieuc. C'est là que vous me spoilez. Donc ce n'est pas sans raison que cet événement revient si souvent sur la baie de Saint-Brieuc. Nous avons toujours été, nous sommes un carrefour de la Bretagne. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais Saint-Brieuc a cette chance d'être parfaitement situé au cœur, en haut de la Bretagne. Alors vous et moi, nous nous ressemblons plus que vous ne l'imaginez. En tant que nouveau maire, il y a 3 ans, j'ai repris une belle et vénérable entreprise de 1200 collaborateurs et collaboratrices, 120 millions de budget et un fichier client de 45 000 personnes, mais très très exigeantes. Pour Saint-Brieuc, j'ai le même souci que vous. Comment faire pour être mieux identifié? Comment gagner en notoriété? Comment fidéliser, gagner des habitants, des entreprises? Comment être plus attractif au-delà de mon territoire naturel? Alors, je me suis dit qu'il faut faire de ce qui, en apparence, est une difficulté, une force. Saint-Malo a ses remparts, Vannes son golf, Lorient son festival. Eh bien, à Saint-Brieuc, nous ne sommes pas captifs d'une image, nous sommes donc libres de la créer. Saint-Brieuc, c'est un des 5 pôles urbains de Bretagne, au bord de la mer, connecté à 2h10 de Paris. Mais avant tout, Saint-Brieuc est un laboratoire d'idées, d'initiatives. C'est une ville qui est très libre, où tout est permis, on peut tout essayer, tout tester. Et vous les entrepreneurs, vous le savez très bien, il faut parfois tester 10, 100 idées pour qu'une se révèle bonne. Mais vous le savez aussi, c'est pas donné à tout le monde ça. C'est un état d'esprit. Et c'est aussi, je pense, celui de Saint-Brieuc. Ici, nous sommes libres de nous inventer. Alors j'en veux pour preuve la French Tech Saint-Brieuc Bay. Je crois qu'on dit maintenant baie de Saint-Brieuc, on a renversé. Il y a plus de 80 startups ici qui se développent avec une façon très particulière de faire qui est propre aux Bretons. Ici, on fait épaule contre épaule, squaz ou squaz. Ça fonctionne tellement bien que nous sommes en train de créer ici notre totem de l'innovation. Je vous en parlais, je crois, l'an passé. C'est un tiers-lieu, une porte d'entrée sur l'innovation et la technologie. Un tiers-lieu solidaire, mais pas que. Un outil de niveau métropolitain. Parce que nous voulons que sur la baie de Saint-Brieuc, nous ne soyons pas obligés d'aller à Rennes, à Brest ou à Paris. On doit trouver ici tous les outils de niveau technopolitain. Ici, nous mettons de l'air, de l'espace. Et ce qui ne peut s'inventer ici, nous le pensons, ne s'inventera pas ailleurs. Alors, pour conclure, la Bretagne, vous le savez, c'est une terre de navigateurs, c'est une terre de voyageurs. Le breton n'improvise pas, il réfléchit,
il se prépare, il va chercher parfois de l'aide, du soutien autour de lui pour réussir son projet, et puis un matin ou un soir, il se lance. L'horizon est la plus belle frontière qui soit, car c'est la seule qui nous donne envie d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Vous faites toutes et tous partie de cette famille de voyageurs, explorateurs, pour qui la Bretagne est un port et l'horizon son terrain de jeu. Alors moi, je suis fier de partager cet état d'esprit avec vous, et je vous souhaite, comme à Saint-Brieuc, d'être libre de s'inventer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Guillard. Monsieur Kefelec, le breton ne s'improvise pas, mais il se lance. Et nous avons presque 1000 personnes qui sont avec nous réunies aujourd'hui pour cet Open de l'International. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis entrepreneurs. Bonjour, tous nos amis élus. Madame la vice-présidente de région, messieurs les présidents de CCI territoriales et régionales, messieurs, mesdames les directeurs, directrices. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, merci d'être là. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir pour la deuxième année consécutive. C'est ma deuxième année de présidence. Vous remarquerez que oui, mais j'ai une certaine fidélité. Ça fait 2 ans qu'on vient chez vous. Hein. Donc, ne prenez pas pour acquis pour l'année prochaine, néanmoins. Un grand merci à l'équipe de BCI pour l'organisation de ce 11e Open de l'International. On est heureux d'accueillir encore, comme les années précédentes, enfin l'année précédente, environ 1000 personnes à peu près, 1000 entreprises et organisations et acteurs à l'international. Nous avons même dû trier parce que nous avions des demandes venant d'autres régions qu'on n'était pas forcément capable d'accueillir, ou des multi-inscriptions d'une entreprise sur des ateliers. Voilà, donc c'est un succès, dont je suis fier. Alors nous allons consacrer notre plénière, comme l'a dit notre journaliste, à ce qui se passe. J'ai envie de dire ça comme ça, parce que les mots n'ont plus grand sens à un moment donné. Je suis sûr que nos intervenants vont nous embarquer, grâce à leur expérience, dans le concret des enjeux qui nous attendent tous, et surtout qui vont nous esquisser des solutions, puisque cette édition de l'Open est focalisée sur le partage d'expériences dans ces ateliers et dans ces rencontres, et cette plénière en fait partie. Pour moi, partager l'expérience des entrepreneurs, que nous partageons notre expérience entre nous, c'est nous faire avant tout gagner du temps et de piquer les bonnes idées des autres pour les mettre en application chez nous. Et ça me semble fondamental pour être efficace. Voilà ce que je voulais dire. Mais avant cet échange, je voudrais accueillir notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Saint-Martin, directeur général de Business France depuis quelques mois, depuis le début de l'année. Et donc, je suis ravi de l'accueillir dans le cadre de nos relations et de nos bonnes relations au sein de la Team France Export. Donc, Monsieur Saint-Martin, si vous voulez bien me joindre à moi. Bonjour, bienvenue. Après, installez-vous. Business France, en quelques mots, je me permets, évidemment, vous le savez mieux que moi, c'est l'Agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. 3 mots: connecter, accélérer, réussir. Vous êtes effectivement directeur général depuis janvier, donc assez récemment. Et vous, je pense, avez envie de mettre en avant, même si la situation, on le sait, n'est pas forcément évidente, mais il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui exportent et des investisseurs étrangers qui sont intéressés pour venir s'installer ici. C'est ce bilan que vous avez envie de nous faire ce matin, je suppose. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Merci encore, cher président, mesdames et messieurs, madame la vice-présidente de région, messieurs les présidents de chambre, monsieur le ministre, cher Jean-Yves, bonjour à toutes et tous. Effectivement, dans un contexte difficile, il y a de bonnes raisons, d'abord de se féliciter de bonnes nouvelles, mais aussi d'espérer pour l'avenir quand on parle d'export et quand on parle d'attractivité. La thématique de ce qui nous réunit ici, c'est l'international. Et je voudrais juste dire un mot là-dessus pour commencer, c'est que l'export et l'attractivité des territoires vont ensemble. Et ça a été la formidable initiative à la création de Business France en 2015, ça a été de fusionner ce qui s'appelait avant UbiFrance,
et l'Agence française des investissements internationaux. Ça concerne tous les territoires. Quand on fait grandir un territoire en attirant des investissements internationaux, évidemment, on renforce sa capacité d'exportation. Juste un chiffre que je trouve toujours très parlant, 30% de l'exportation française viennent directement d'investisseurs internationaux. Ça veut dire que réindustrialiser, attirer plus d'investissements sur un territoire, évidemment, ça permet plus d'exportation et donc de renforcer la balance commerciale d'une région et de son pays. Juste 2-3 chiffres macro pour répondre à votre question. Pourquoi est-ce que l'export va mieux en France, même s'il y a encore un terrain de jeu formidable à exploiter? C'est que ça y est, nous avons dépassé le chiffre de 145 000 exportateurs en France en 2022. Et le chiffre d'affaires à l'export n'a jamais été aussi élevé. C'est quand même une bonne nouvelle et il faut capitaliser dessus parce que pendant la crise Covid, souvenez-vous, on nous prédisait des temps très sombres sur le rebond en termes de capacité d'internationalisation de nos entreprises. En fait, elles ont rebondi très vite sur la capacité de l'export. Et grâce notamment à tous les acteurs dans les territoires, c'est vrai de la TFE, c'est vrai particulièrement de BCI, mais j'en dirai un mot pour féliciter vraiment tout le travail qui est fait au quotidien dans la capacité à aller voir les chefs d'entreprise et leur dire que l'export, c'est pour eux. Et pour reprendre les termes de la vice-présidente Fortin tout à l'heure que j'ai entendu, effectivement, l'économie française et bretonne a fortiori sera internationale ou ne sera pas dans les prochaines décennies. Et donc, il faut aller voir ces chefs d'entreprise et leur démontrer que 145 000 entreprises exportatrices, c'est bien, c'est toujours pas assez. Il faut qu'on se fixe un objectif plus ambitieux. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut démontrer la valeur ajoutée collective que l'on a à dérisquer le chef d'entreprise quand il se projette à l'international. Extrêmement important, et j'y reviendrai quand on parlera de nos complémentarités. Et puis, il faut aller faire du terrain. Il faut aller faire du porte-à-porte. Vous le savez, la France est un pays de PME, pas un pays d'ETI. C'est parfois problématique, mais c'est ainsi, et donc il faut aller voir les chefs d'entreprise. Et nous, ce que l'on fait depuis la création de la TFE dans toutes les régions depuis 2018, avec les chambres de commerce, avec les régions, avec BPI France, avec les conseillers du commerce extérieur, avec tous les acteurs de bonne volonté sur le terrain, eh bien, c'est d'aller dire aux chefs d'entreprise, l'export c'est fait pour vous, même si vous êtes une petite PME, même si vous ne parlez pas anglais, même si vous n'avez jamais essayé d'exporter votre produit ou votre service dans un pays étranger, non seulement vous pouvez réussir, mais l'export va vous permettre de dérisquer, vous permettre de diversifier vos investissements et donc d'avoir plus de capacité de résilience et de réussite à l'avenir. Ça, ce travail-là, il faut qu'on le fasse ensemble. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça va mieux. Oui, l'export va dans le bon sens. Oui, l'attractivité française est à haut niveau, 4e année consécutive leader européen en termes d'investissement direct étranger. Mais d'abord, ce qui est aujourd'hui perçu comme un leadership français en termes d'attractivité n'est jamais un acquis. Donc il faut continuer à le travailler sur le terrain. Et puis sur l'export, je le disais, il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise à aller voir ensemble. Et on a de très belles années à construire ensemble en tant qu'acteurs de l'accompagnement international. Alors justement, Christian Krefeld, c'est vous, votre rôle à BCI, d'aller voir ces chefs d'entreprise et de pouvoir les accompagner pour ce développement à l'international. Tout à fait. Les deux missions de BCI, ce sont les missions d'accompagnement des entreprises et l'accompagnement des projets d'investissement étranger. Et je suis complètement en ligne avec ce que fait Business France et la Team France Explore. En ce sens-là, c'est tout à fait dans nos activités. On est convaincu de la complémentarité de ces deux missions. Peut-être beaucoup plus que dans d'autres régions, parce qu'on est certain que ça requiert une connaissance précise des territoires et des entreprises. On n'implante pas un investisseur étranger dans un territoire qu'il pourrait désorganiser, au sens désorganiser l'écosystème parce qu'il est en concurrence ou qu'il n'apporte pas la réponse aux besoins du territoire. De la même manière, vous êtes bien placé pour le savoir, on n'a pas les mêmes possibilités d'implantation dans notre région Bretagne, compte tenu de son territoire, de l'impact des projets que l'on peut avoir. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de l'observer quand j'ai participé à la réunion nationale de la Team France Invest, où il y avait des élus de la région Grand Est, des élus de Marseille, des élus du port du Havre. On n'a pas les mêmes friches industrielles que dans le Grand Est, on n'a pas les grands ports que sont le Havre ou Marseille, donc on n'accueille pas le même type d'entreprise dans notre région. Donc la connaissance du territoire, la parfaite connaissance
reconnaissance régionale du territoire est indispensable. Et c'est en ce sens-là que les liens entre nos structures font que le système fonctionne bien. Parce qu'effectivement, Laurent Saint-Martin, c'est la difficulté quand on veut que la France effectivement exporte et qu'elle attire des investisseurs avec un territoire totalement différent, une diversification. Comment est-ce que vous voyez justement cette complémentarité entre Business France et BCI, par exemple, ou d'autres instances locales? Alors, sur l'attractivité comme sur l'export, il faut qu'on arrive à travailler davantage ensemble. Il y a une mauvaise spécificité française, et pas particulièrement bretonne, c'est la myriade d'acteurs, publics et privés. On a vraiment besoin de se montrer sous bannière commune, bannière régionale, bannière nationale, et comprendre la complémentarité de nos valeurs ajoutées. Sur l'attractivité, on a fait des progrès considérables ces dernières années, notamment sous la direction de Marie-Cécile Tardieu. On a créé depuis 2021 les Team France Invest. Et je dois saluer la qualité du partenariat qui a lieu ici avec l'ensemble de la région Bretagne et de tous les acteurs qui permettent justement à Business France, par son réseau à l'international, je le rappelle, c'est 800 collaborateurs dans 78 bureaux, dans plus de 55 pays, qui vont prospecter les investisseurs à l'international pour les ramener dans nos territoires en France, dans toutes les régions de France. Et pour bien connaître les spécificités sectorielles, pour bien connaître les priorités de filière, pour bien connaître les sites industriels disponibles et la différence entre chaque territoire et leur capacité à les attirer, eh bien, il faut qu'on travaille de près ensemble. Et la Team France Invest, c'est ça, c'est main dans la main avec l'opérateur d'État qui est Business France et les acteurs d'attractivité régionaux. Sur l'export, on doit faire la même chose. Là, on a, j'en suis convaincu, une nouvelle page à écrire ensemble. La TFE, Jean-Yves Le Drian le sait parfaitement, il était ministre des Affaires étrangères à l'époque, il l'a construit. La Team France Export, c'est cette capacité à enfin en France se montrer sous guichet unique quand vous êtes un patron de PME qui réfléchit à aller à l'international. Il n'y a rien de plus pénible pour le chef d'entreprise que d'avoir le guichet local, le guichet régional, le guichet étatique, le guichet européen, le guichet filière. Est-ce qu'à un moment, on peut parler au chef d'entreprise d'une seule voix pour lui dire « l'international c'est pour vous, voilà votre capacité d'accompagnement, voilà qui fait quoi avec différents centres d'expertise. Et ce que fait BCI, Business France ne le fait pas toujours. Et ce que fait Business France, BCI ne le fait pas toujours. Et ça, si on pouvait davantage se mettre main dans la main, si on pouvait présenter aux chefs d'entreprise nos complémentarités, je trouve que ce serait formidable. Alors, depuis 2018, les Team France Export ont été déployés dans beaucoup de régions de France, dans 12 régions de France, et ça marche bien. Il se trouve qu'en Bretagne, et vraiment je veux tirer mon chapeau à tout ce qui a été fait en Bretagne depuis tant d'années au service de l'international, eh bien on va dire que la TFE était là avant l'heure, puisque en fait, en Bretagne, BCI avait été construit précisément avec la région centre et les chambres de commerce. La Bretagne avait eu cette vision avant-gardiste et cette intelligence de déjà fonctionner ensemble entre les réseaux de chambres et la région. Ce qu'on a fait en 2018 sous l'autorité de Jean-Yves, ça a été de dire les régions au centre d'abord, on l'a fait. Dans toutes les régions, ce sont les conseils régionaux et leurs agences de développement qui sont au cœur. Les chambres de commerce, Business France et BPI France, sous une même bannière qui s'appelle la TFE. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que je disais à notre président tout à l'heure, on a matière à écrire une nouvelle page ensemble en consolidant les partenariats qui sont de qualité et effectifs déjà entre BCI, Business France et BPI France. Je ne me permettrai pas de parler au nom de BPI France, mais je pense savoir qu'on a tout intérêt à franchir une étape complémentaire, comme on l'a fait dans les autres régions, en se montrant davantage ensemble sous cette bannière qu'est la TFE, dans l'intérêt du chef d'entreprise, dans la clarté et la lisibilité que cela représenterait. Il y a aussi un enjeu considérable à le faire. C'est que notre réseau international que je citais tout à l'heure, sectorisé, expertisé, peut être davantage connecté avec les besoins de BCI ici en région. On est déjà référencé parmi beaucoup d'autres acteurs. Je pense qu'il faut qu'on arrive à nouer une relation privilégiée entre Business France et BCI, que ce soit dans chaque département de Bretagne ou dans chaque pays où Business France est aujourd'hui localisé. Cette expertise qui est déjà sur place, il faut l'utiliser. Elle est au service des conseillers de BCI et donc elle est au service des chefs d'entreprise que vous servez au quotidien. Pour résumer,
Business France est dans les TFE en Bretagne au travers des chargés d'affaires internationaux avec BPI France. Je pense qu'il nous faudrait franchir et oser franchir ensemble une étape complémentaire en la construisant ensemble avec bienveillance et respect des institutions respectives pour qu'une TFE bretonne puisse exister à moyen terme. Je pense que vraiment dans l'intérêt des entreprises et de nos institutions respectives, ce serait une belle chose et une belle démonstration qu'avec un nouveau président de BCI, un nouveau directeur général de Business France, eh bien on peut écrire une nouvelle page de notre collaboration. Christian Kefelec, justement, écrire cette nouvelle page, se mettre autour d'une table et avancer ensemble? Oui, oui, tout à fait. Enfin, j'adhère complètement au discours et puis merci d'avoir ce discours. De toute façon, par convention, nous sommes liés depuis 2019, sommes partenaires exclusifs de la Team France Export pour la région et membres de la Team France Invest. L'offre Business France est portée sur le terrain par nos équipes. Les bureaux de Business France à l'étranger font partie de notre réseau de prestataires qui a été peut-être à un moment donné l'un des éléments un peu clivants dans nos relations, mais qui à mon sens n'en est pas un. Et puis on s'appuie beaucoup sur les bureaux pour capter les invests. Merci Madame Tardieu de nous apporter des dossiers adaptés à notre région. C'est ce que je disais juste avant sur le territoire qui est différent d'autres certainement. Donc d'ailleurs aujourd'hui je crois qu'il y a 12 bureaux qui sont représentés ici. Il y a cet échange avec nos investisseurs étrangers présents en Bretagne. Donc on est complètement dans ce schéma-là. Ce que je tiens à dire, c'est que la convention qui a été écrite pour nous considérer comme partenaire exclusif de la Team France Export, encore une fois à l'initiative de Jean-Yves Le Drian, tout est écrit dans cette convention. Simplement, je fais observer, permettez-moi quand même de dire, je fais observer que nous, ça fait plus de 10 ans que la construction de notre outil, lien entre la région et les chambres de commerce, existe. Que cette construction a été lente pour des tas de raisons. Il fallait que les mentalités progressent sur un certain nombre de sujets. Donc peut-être que vous allez rencontrer ou vous rencontrez le même sujet dans quelques régions. Les chambres de commerce, historiquement, avaient le pouvoir sur l'international pour leur zone territoriale, et donc forcément c'est compliqué de se séparer d'une activité ou de la partager comme on l'a fait avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui ça marche très bien chez nous, donc on ne demande pas mieux là aussi que de partager notre expérience avec vous pour progresser les uns et les autres. Donc je partage cette idée. Merci beaucoup. Juste un petit dernier mot, Monsieur Saint-Martin. On parle évidemment d'international dans un contexte, on l'a dit, économique, évidemment, géopolitique, et puis aussi avec un enjeu de transition, un enjeu de performance durable. C'est ça aussi, il faut être qu'un pour pouvoir aussi répondre à ces enjeux-là. Ce qui est clair, c'est que ces enjeux de transition, quels qu'ils soient, transition écologique, transition aussi juste, comme on dit beaucoup, sont des enjeux qui nous lient tous. Ce ne sont pas des enjeux nationaux ou régionaux, ce sont des enjeux collectifs. Et donc, à Business France, on a fait le choix d'inscrire dans notre plan stratégique pour les prochaines années, eh bien, d'accompagner davantage à l'export et de façon plus ciblée, ce qui est une nouveauté, les secteurs d'activité qui répondaient davantage aux critères, effectivement, qu'on peut considérer comme les critères de France 2030. Ce sont les critères de filière d'avenir, de décarbonation, et qui répondent le plus aux enjeux et plus directement aux enjeux de transition, notamment écologique, mais pas que. Parce que ceux qui considèrent que l'international est un frein à la décarbonation et que l'export est une contradiction avec la transition écologique se trompent. Je suis profondément convaincu que, de la même façon que réindustrialiser notre pays est une grande partie de la solution de la décarbonation de cette même industrie, eh bien, accompagner davantage les filières d'excellence dans la décarbonation à l'international, c'est non seulement renforcer notre pays en tant que leader sur ce secteur-là, mais aussi exporter ce savoir-faire, cette influence sur les critères ESG, qu'on peut qualifier comme tel, de notre économie. La France, là-dessus, ne nous trompons pas, la France est vue dans le monde comme un leader en termes de transition écologique et notamment de décarbonation de son économie, notamment grâce au plan France 2030 et aux déclinaisons régionales qui sont aussi très volontaristes en l'espèce. Même chose pour l'attractivité, on va attirer de plus en plus de projets
qui rentrent dans les critères ESG, France 2030, décarbonation, parce qu'il faut demain que la France puisse être vraiment perçue comme un phare en termes de transition écologique et de transition juste de façon plus globale. Donc, pour votre réponse, non seulement il faut faire les deux et continuer à accélérer sur l'international tout en investissant sur les secteurs les plus vertueux, mais en plus, ce sera la clé non seulement d'un pays décarboné plus vite, parce que réindustrialisé, parce qu'avec plus d'investissement, mais aussi d'un pays qui réussira à allier prospérité économique et transition écologique, ce qui n'est absolument pas incompatible, bien au contraire. Et c'est exactement ce que l'on va voir maintenant avec nos 4 chefs d'entreprise qui vont venir nous rejoindre pour parler. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Martin, Monsieur Kefelec, pour justement évoquer comment est-ce qu'on allie international comme vecteur de performance durable. Je vous invite à accueillir Marc Capdeville, directeur du site Baxter à Pluvigné dans le Morbihan, Vincent Faujour, dirigeant du groupe Piriou, Sébastien Floch, directeur général de SIL Entreprises, et Jacques Lemanque, président directeur général de Broadpeak. Messieurs, bonjour. Bienvenue. Installez-vous, messieurs, je vous en prie. Vous pouvez venir, monsieur Faujour, à côté de moi. En quelques mots, Baxter, c'était anciennement Ilrom, ça a été racheté en 2021 par Baxter, spécialisé dans la fabrication des lits et de chambres médicalisées, et donc à Pluvigné, dans le Morbihan. Vincent Faujour, Piriou, construction navale, réparation et services, siège à Concarneau dans le Finistère. Sébastien Floch, SIL Entreprises, entreprise agroalimentaire française spécialisée dans l'industrie laitière, fondée en 1962. Entreprise familiale et qui est basée également à Plouvien dans le Finistère. Et Jacques Lemanque, Broadpeak, conçoit, fabrique et commercialise au niveau mondial des logiciels de distribution de vidéos. Je me permets en résumé, le streaming. On va faire assez simple. On l'a évoqué justement, comment est-ce que l'international peut être vecteur de performance durable. J'aimerais vous entendre tous les 4. Laurent Saint-Martin l'a dit, l'international n'est pas un frein. Et peut-être voir rapidement avec vous ce que ça représente. Donc Vincent Faujour chez Piriou, 1400 employés dans le monde. Oui. En Bretagne, il y a plus de 600 personnes. Vous êtes implanté au Vietnam, Roumanie, Afrique. 60% de vos clients sont étrangers, 40% sont français. Quand on parle évidemment d'international et qu'on est dirigeant de chez Piriou, ça va forcément ensemble. Oui, ça va forcément ensemble et depuis longtemps, puisque nous, on ose l'international depuis les années 90, qui a été une date importante pour nous. Pour rappel, on construit et on répare des navires de tout type jusqu'à 100 mètres. Et depuis 1965, date de notre création, jusqu'en 90, en fait, on était implanté à Concarneau et on construisait et on réparait des bateaux de pêche. C'était ça. Donc, il était important pour nous d'oser à l'international. Et heureusement qu'on avait un fondateur qui s'appelait Guy Piriou, qui était un homme de conviction, à qui je rends hommage aujourd'hui, et qui a souhaité se diversifier. Dans les années 90, on a commencé à construire d'autres types de navires que des bateaux de pêche. Et surtout, on a osé aller voir ailleurs. Et nous, on a un principe chez Piriou, c'est d'accompagner nos clients là où ils ont besoin de nous. Et donc, on les a accompagnés dans un premier temps à Tahiti. Il y avait, le premier site, c'était Tahiti. C'était Tahiti. Le premier site, c'était Tahiti, tant qu'à faire. Oui, autant y aller au soleil, vous avez raison. Autant y aller, voilà. Et puis ensuite, on a accompagné nos clients tonniers à l'île Maurice. Sympa aussi. C'est pas mal non plus. On a accompagné nos clients oil and gas au Nigeria. C'est beaucoup plus compliqué. C'est difficile. Voilà. Et puis ensuite, on a ouvert un chantier au Vietnam, puis la Roumanie. Enfin, on reviendra sur ces sujets. Donc nous, on ose l'export depuis déjà longtemps. Et je dirais que ça a été pour nous salvateur, parce qu'on imagine bien que si Piriou était resté à un chantier naval à Concarneau qui construisait des bateaux de pêche, je ne serais juste pas là pour le faire. Voilà. Jacques Lemanque, Broadpeak. Donc je disais, en gros, en résumé, c'est du streaming. Vous avez 150 clients dans 50 pays. Vous avez été introduit en bourse en 2022. Tout à fait. Et pour résumer, le marché français, c'est 4% de votre marché. Donc autant vous dire que l'international, c'est forcément une obligation pour vous. Oui, complètement. C'est vrai que dès le départ de l'activité, notre premier client était argentin. Donc, vous voyez, dans nul n'est prophète en son pays, il a fallu très vite aller chercher des clients ailleurs. Et aujourd'hui, notre enjeu, nous, c'est vraiment le streaming au niveau global. Donc aujourd'hui, derrière Broadpeak, il y a 200 millions de personnes qui utilisent notre technologie pour voir leurs vidéos préférées ou leur sport préféré. Par exemple, si vous êtes au Mexique là, et que vous regardez Game of Thrones, il y a 2 chances sur 3
que ce soit la technologie Broadpeak qui soit utilisée. De la même façon, en Italie, si vous regardez le sport, la Serie A, donc il y a un acteur qui s'appelle DAZN qui a les droits exclusifs pour la première ligue italienne. Donc si vous regardez les matchs, c'est notre technologie qui est utilisée également. Donc là, l'enjeu, c'est un enjeu d'échelle ou d'expérience, puisque si on développait une technologie que pour la France, je pense que les investissements, on ne pourrait pas faire les investissements nécessaires. Et ce qui fait vraiment notre force aujourd'hui, c'est d'être présent auprès de ces 150 différents clients avec nos équipes qui sont implantées dans 23 pays. Sébastien Floch, si l'entreprise, c'est 1500 salariés, 600 millions de chiffre d'affaires, vous exportez dans plus de 80 pays et vous êtes passé d'une entreprise familiale, 1962, à un groupe international, justement présent dans plus de 80 pays. C'était un chemin aussi comme une évidence en partant de l'entreprise familiale en 62 à aujourd'hui 2023 avec cette croissance à l'international. Je ne sais pas si c'est une évidence, mais je voudrais commencer par saluer notre président Gilles Fallin, qui a longtemps présidé les destinées de BCI et qui s'est beaucoup investi pour cette très très belle association, en tout cas mouvement. Et je crois que c'est sympa d'avoir une petite pensée pour lui ce matin. En tout cas, une évidence, je ne sais pas, une volonté, ça c'est sûr, une vision également. Nous, on partage cette ambition qu'a très bien évoqué M. Saint-Martin. On a aujourd'hui une obligation de pouvoir créer et poser un standard au niveau mondial. Et ce standard, c'est profondément et précisément la qualité, l'exigence de qualité que la France a la capacité de développer sur son territoire. Donc aujourd'hui, nous, on ne se pose pas trop de questions de ce point de vue-là. C'est qu'on a cette volonté d'avoir les meilleurs outils. Et donc, c'est beaucoup d'investissement, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. Et un bel outil, ça se prend sur une échelle, effectivement, qui dépasse aujourd'hui le territoire national. Je prends pour un exemple, on vient de développer un magnifique outil sur la poudre infantile sur le territoire de l'Andivisio. Madame Fortin, bonjour. Et véritablement, cet outil ne peut pas se concevoir sur une échelle nationale. On est obligé d'avoir dès le début, et c'est là où c'est le lien avec votre propos, cette volonté, cette vision d'avoir cette ambition internationale. Alors, Marc Capdeville, Baxter, c'est 60 sites, 60 000 personnes dans le monde. Vous livrez dans plus de 120 pays dans le monde. Alors, vous êtes le petit poussé, vous m'avez dit, nous, on est le petit poussé chez Baxter à Pluminier dans le Morbihan. Et vous m'avez dit, quand on est à l'international, c'est un peu comment on peut toujours imaginer le pire. Mais en même temps, on sait qu'il faut qu'on y aille. Vous êtes aujourd'hui à 80%, je crois, de vos clients qui sont à l'international. Oui, tout à fait. Attendez. Ouais. C'est... Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Alors, moi, je suis breton d'adoption. Oui, ça s'entend. On n'est pas breton, on le devient. C'est ce que j'ai appris. Ça fait une vingtaine d'années que je suis là et je peux vous dire que je défends la Bretagne partout dans le monde. Vous pouvez être là quand même, c'est pas grave, avec un accent, on vous accueille. Ilrom, ex-Ilrom, Baxter maintenant. Il faut savoir que dans les années 2000-2010, on faisait 80% du chiffre d'affaires en France. 15 ans après, on est 80% à l'export. Donc la performance, oui, durable, donc oui, s'adapter. Comment on est arrivé à faire cette transition, même si on dépend d'un groupe, comment on se différencie ici en Bretagne, et quand nos dirigeants arrivent, je dis ici, c'est le centre du monde. La Bretagne, c'est le centre du monde. Pourquoi? Parce que c'est les femmes et les hommes qui œuvrent tous les jours qui nous permettent ça. Alors, oui, on parle de solutions, de produits, donc on est en concurrence internationale, on vit une compétition tous les jours. Oui, il faut faire de l'innovation. Oui, c'est comment nos produits répondent aux exigences des marchés. Donc il y a de plus en plus de réglementation et quand on s'aventure à l'international, à l'export, eh bien, est-ce qu'on a l'organisation après pour supporter ça? Donc ça, c'est des questions à se poser. Et comment on peut être concurrentiel sur ces marchés-là? Ça passe pour ça. Et donc oui, c'est les compétences, par exemple, on parle des affaires réglementaires, d'une équipe export, les langues parlées en Bretagne, c'est fabuleux. On trouve des personnes natives qui parlent, nous on a des Allemands, des Espagnols, Portugais, on a Suédois, Autrichiens, on arrive à trouver toutes ces compétences sur les territoires et c'est ça qui fait la différence quand on s'aventure à l'international. Merci beaucoup pour ce tour de table rapide. Évidemment, on l'a évoqué, on parle de performance vers de nouvelles frontières. Évidemment, les frontières, elles ont beaucoup bougé sur ces dernières années, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Évidemment, entre une crise sanitaire, une guerre aux portes de l'Europe, une inflation galopante. Comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter à ces transformations, à ces nouvelles frontières? Vincent Faujour, justement, chez Piriou, vous avez voulu
mettre en place des stratégies pour chercher d'autres infrastructures industrielles en dehors des frontières. Et il a fallu trouver d'autres solutions, d'autres moyens de pouvoir aussi développer Piriou. Oui, effectivement, il a fallu comme on l'a dit, la stratégie de base, c'est accompagner nos clients là où ils ont besoin de nous. Alors les difficultés, nous, je dirais qu'on a bien commencé, on s'est implanté au Nigeria en 2005. En pleine guerre. Et donc c'était un pays quasiment en guerre. Donc toutes les difficultés dont on parlera peut-être tout à l'heure, finalement, c'était pas bien grave par rapport à ça et à l'investissement de 50 millions d'euros qu'on avait fait sur le territoire. Il en demeure pas moins qu'il nous fallait absolument poursuivre certains objectifs de nos marchés, en particulier dans la construction de navires civils. Il fallait qu'on retrouve de la compétitivité pour accompagner nos clients sur ce sujet, ce qui nous a amené à investir, par exemple, à Ho Chi Minh, au Vietnam, et donc bon, c'est pas un endroit très simple non plus pour travailler, mais en tout cas il a fallu qu'on puisse y investir pour pouvoir tout simplement continuer à faire notre métier, puisque en France on n'était plus suffisamment compétitif pour pouvoir accompagner la construction de navires civils. Et je ne voudrais pas opposer finalement ce qu'on fait en Bretagne localement et le fait qu'on produise à l'étranger. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que depuis que Piriou fait de l'export, en fait, on a doublé, voire triplé nos effectifs en Bretagne. Parce qu'on 100 personnes sur le site à Concarneau. C'est ça. Alors que, donc, en fait, il ne faut pas avoir peur de ça. Le fait d'aller à l'export, ça n'entame pas les capacités locales. Au contraire, on a gardé, nous, toutes nos compétences en termes de bureau d'études, d'achat, de logistique, tout est toujours à Concarneau. Et ça nous permet de développer nos activités. Je dis souvent que chez Piriou, on a des racines et des ailes. Nos racines sont très clairement bretonnes à Concarneau, mais on a aussi réussi à se déployer pour développer nos activités. Il a fallu s'adapter aussi technologiquement parce qu'on s'est quand même tous retrouvés avec un moment sans pouvoir aller voir vos clients et en même temps avec une construction qui continuait. Vous avez été innovant aussi chez Piriou pour réussir à maintenir ce lien avec vos clients. Je pense qu'on a tous été dans l'obligation d'être innovants, au moins pendant la phase de pandémie. Donc le Nigeria fermé pendant quasiment 2 ans, le Vietnam pareil. Et nous, on continue à construire des bateaux. Il fallait donc aussi à un moment les livrer. Et du coup, on a mis en place une sorte de livraison numérique avec des casques connectés, des systèmes comme DocuSign, et donc ça nous permettait de faire des livraisons. Un bateau physiquement présent au Vietnam avec son équipage, l'armateur qui était à Milan, des juristes qui étaient à Londres, des banquiers à Paris. Et donc, il fallait quand même livrer ces bateaux. Et d'habitude, tout ça se fait en local. Et là, c'était pas possible. Donc, on a inventé des solutions pour faire une sorte de click and collect de bateaux. En tout cas, une livraison numérique. Et ça a bien fonctionné. Alors justement, Marc Capdeville, quand on a préparé cet échange, m'avait dit que nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait déjà anticipé, en fait, ça fait 7-8 ans qu'on avait anticipé sur comment gérer les activités et ça vous a permis justement de pouvoir répondre, parce que autant vous dire que dans votre secteur de la santé, évidemment, vous avez une croissance absolument incroyable et donc une adaptation qui a dû être extrêmement rapide. Oui, tout à fait. Comment on peut établir une organisation sur un mode plutôt préventif et qui gère des risques, qui gère des déséquilibres, et c'est notre vie. On ne gère que des déséquilibres. Si on essaie de gérer de l'équilibre, c'est plus dur. Mais être prêt pour le déséquilibre, c'est tout ce que l'on a fait sur l'organisation et notre écosystème. En fait, oui, alors le Covid, on a des mauvais souvenirs. Nous, au boulot, c'était plutôt une aventure humaine incroyable. Pourquoi ? Parce que bien en amont, on a préparé en fait notre organisation à ce déséquilibre-là, et notamment sur toute la partie produit. Donc si je prends l'aspect produit, la supply chain, on achète 70% de notre matière. Alors on fait du métal, plastique, électronique, et on s'est mis en position d'avoir une double source en fournisseur, mais aussi qualifié en matière, différents types de matières. Donc ça, c'est une stratégie autour du produit. Sur la partie process, oui, on en parlait beaucoup d'investissement. Comment régulièrement on en veille sur toutes les nouvelles technos et comment on peut s'affranchir de tous les risques en interne. Et le dernier point, c'est sur l'aspect personne, où là, on travaille depuis des années sur comment tous les matins je suis engagé, comment tous les matins je viens au travail et je sais pourquoi je viens. Et ça fait la différence et comment on vit tous la même vie, quoi. Qu'on soit directeur, employé, ça n'existe pas, ça. On a tous une même vie dans une entreprise et comment on fait collectif. Comment les 500 employés,
on utilise leur singularité, chaque personne est unique, on la met au service du collectif. Alors, la performance, ça ne se décrète pas, ça se crée, et sur les années. Donc la notion de temps aussi, la relation au temps est très importante. L'idée, par exemple, pour l'international, c'est de faire venir les clients sur le site. Oui, on peut venir en Bretagne, c'est super la Bretagne. Ouais, au-delà du tourisme, il y a de l'industrie, il y a du savoir-faire. Donc ça aussi, ça fait partie d'un des leviers, comment gérer un peu ces moments de difficulté. Justement, la performance, ça se crée. Sébastien Floch, pour SIL Entreprise, m'avait dit en 4 ans, l'entreprise a brûlé. On a eu le Covid, la crise ukrainienne et l'inflation. Mais sinon, tout va très bien. Forcément, il a fallu complètement modifier les choses, retravailler justement les mix produits à valeur ajoutée sur les marchés nationaux. Il a fallu transformer. Vous avez voulu aussi créer du lait infantile en Chine au moment où la Chine a fermé. Enfin, voilà, autant dire que l'adaptation, c'est pas un vain mot chez vous. Non, ça a été franchement compliqué, mais passionnant. Je pense que c'est au bout de ces 4 dernières années, je pense que c'est le terme moi, si on me demande de synthétiser ça, je dirais passionnant et fatigant, bien sûr. Non, concrètement, il y a eu trois grands enjeux, je pense. Il y a l'enjeu sociétal ou social qu'on venait d'évoquer. Je crois que ça a été le premier écueil qu'on a tous passé, avec une solidarité assez exceptionnelle sur les territoires et sur notre territoire. Nous, on avait décidé que nos salariés ne devaient pas manquer de quoi que ce soit en termes de produits. On avait créé une forme de... On a 9 sites et on avait créé en fait un enjeu, c'est que chaque site devait préparer un panier cadeau pour l'ensemble des autres sites, pour que chacun effectivement puisse témoigner de sa solidarité réelle pour ce peuple qui était considéré comme en première ligne à cette époque-là. Et ça a créé cette espèce de cohésion totale, solidaire, qui était vraiment, vraiment chouette. Et en effet, chacun savait pourquoi il était là et ça a bien marché, vraiment pour de vrai. Donc celui-là, on l'a passé plutôt bien. Et puis, en effet, après, il y a eu cette fameuse crise ukrainienne dans laquelle on baigne toujours, hein, sans équivoque, avec un pic pour nous qui est essentiel, puisque notre métier, c'est de sécher du lait en partie. Et sécher de lait, ça veut dire sécher de l'eau. Donc forcément, c'est ce qu'on appelle une activité énergivore. Alors là-dessus, on s'est aussi vite réorganisé parce que l'espace d'un instant, on avait pris, le poste énergie a pris x7, x8. Donc c'était compliqué de rester rentable dans ces conditions, enfin complètement impossible en fait. Et l'idée, ça a été de retravailler beaucoup plus les achats, de s'adosser aussi, de s'associer. On achète depuis toute notre énergie avec des partenaires bretons, dont Savéole sur le territoire, qui produit des tomates, donc il y a aussi besoin d'énergie. Et puis on est aussi très vite basculé sur des énergies nouvelles comme la biomasse, etc. Donc on a basculé tout un mix énergétique en moins de 18 mois, ce qui nous a permis de contenir tout simplement cette hausse d'énergie. Au lieu de craindre un x7, x8, on a fait finalement que x2. Ce qui a permis là aussi de maintenir nos rentabilités. Et c'était vraiment un sujet important. Puis le troisième aspect, c'était de trouver encore une fois des débouchés et donc des clients. Et c'est tout simplement un enjeu qu'on a pris collectivement en se disant finalement on avait un potentiel industriel qui était véritablement sous nos pieds, qui n'était pas complètement saturé, et on a décidé de prendre tous ensemble le challenge, notamment pour financer notre nouvel outil de l'Andivisio que j'évoquais tout à l'heure. C'est plus de 100 millions d'euros d'investissement sur le territoire, donc ce n'est pas des petits trucs. C'est pas des investissements qu'on fait tous les 2 ans. Enfin, on peut le faire, mais on ne reste pas bien longtemps vivant dans ces cas-là. Et donc, on a décidé qu'il fallait franchir un cap et franchir un seuil. Ça s'est passé en termes de l'organisation. On a changé d'organisation du groupe. On s'est structuré en comité de direction. On a créé des métiers. On a mieux incarné aussi le développement de chacun de ces métiers. Et chacun avait une feuille de route extrêmement claire, limpide sur le développement de l'activité. Et ce qui fait qu'en 4 ans, on a en effet développé ce groupe de 60 ans. On l'a doublé en 4 ans. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est passé à plus de 610 millions. Et ce, de manière saine, c'est-à-dire rentable, et dans les enjeux effectivement environnementaux qu'on évoquait déjà, c'est-à-dire avec un enjeu majeur sur l'enjeu ressources laitières, un adossement systématique sur une ressource laitière bretonne. On a fait aussi croître les productions laitières bretonnes. On est la seule collecte en France qui a continué à progresser pendant ces 3 dernières années, parce que dans vos listes à l'après-vert, il a manqué aussi la sécheresse, qui était un élément sur le territoire agricole qui était quand même assez sympa. Et ce qui fait qu'au bout de ces 4 années, on a aujourd'hui encore beaucoup de challenges qui sont devant nous, mais sur un projet qui est clair, qui est partagé par tous, et puis surtout qui incarne, et Dieu sait que... alors nous, on accepte tous les accents qui nous vont tous très bien, mais c'est sûr qu'on est très territoriaux et très investis, et ça, on le doit effectivement à notre président, qui a toujours porté ces valeurs en lui.
Et on a toujours gardé ça profondément en nous, ce qui veut dire qu'on ne s'est jamais perdu dans qui on est. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait d'où on vient, où on va. Nous, on sait vraiment d'où on vient et on sait où on veut aller. Et je pense que quand on arrive avec des salariés qui, le matin, ils savent véritablement qu'on est fiers de ce qu'on fait ensemble, qu'on a des marques qui sont à la fois le symbole d'un territoire, d'une qualité, d'un engagement territorial, là aussi, on retrouve une force qui est naturelle. Et comme Astérix, quand on a la petite potion, c'est plus facile à la fin de la journée quand même, quoi. Pour vous, Jacques Lemanque, forcément, quand on est dans le numérique, dans le streaming, vous faites partie des secteurs qui est en plein boom, évidemment. Monsieur Faujour l'évoquait avec ses casques connectés. Vous me disiez que pour vous, votre secteur a été complètement transformé, même dans la vision qu'on pouvait avoir. On m'avait dit, on n'aurait jamais imaginé avant Covid qu'Amazon puisse obtenir les droits de ligue de football. Il y a une image complètement nouvelle, pour le coup, de votre secteur. Complètement, c'est vrai qu'on a vu ensemble, je pense tous, le naufrage de Mediapro à l'époque, pendant le Covid, avec les matchs qui s'arrêtaient. Et c'est vrai que, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui veulent lever la main, si vous utilisez Amazon Prime pour regarder le foot, si vous voulez regarder. Donc, on n'imaginait pas ça. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que tout le monde n'ose pas lever la main. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas ça. Au début de la crise, ce qui s'est passé, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Disney+ a annoncé qu'ils allaient lancer en France. Et là, les autorités ont dit, non, vous pouvez pas lancer maintenant, vous allez casser Internet. Donc, ils ont demandé en fait à Disney+ de retarder d'1 mois son lancement. Et moi, j'étais un des clients, bien sûr, de Disney+. Au départ, on se posait la question, je pense, chacun de nous, où est-ce qu'on va installer cette application parce que la télé n'était pas forcément prête pour ça. Et donc, et je pense que, par exemple, les ligues de football imaginaient que ce serait compliqué de mettre à disposition du foot de façon exclusive dans des apps parce que les gens n'auraient pas été capables d'installer ces apps-là. Donc, je pense qu'on a tous fait un gros step, on a une grosse avancée. Et je pense que aussi, avec l'avancée des Smart TV, tout l'écosystème a bougé, les décodeurs, les boîtes Android, donc, qui font que maintenant on peut profiter de son divertissement sur n'importe quel écran. Et donc ça nous a boosté d'une certaine façon, ça nous a donné aussi une responsabilité en termes d'investissement pour être disponible sur toutes ces plateformes. Au moment du Covid, bien sûr, la télé devenait une ressource importante, pas tellement pour le sport, mais pour les séries, parce qu'il n'y avait plus de sport. Mais nous, il y avait un enjeu très fort de maintenir l'information, de maintenir le divertissement à tout prix, en fait. On avait aussi des problèmes en interne par rapport au télétravail, puisque c'est nos équipes, c'est les équipes de développement logiciel, donc elles travaillent de façon très proche, travaillent ensemble. Et donc du jour au lendemain, il a fallu travailler à la maison. Donc on a aussi travaillé également sur la cohésion, sur le soin aussi, essayer de laisser personne sur le côté, s'assurer que tout le monde a les moyens de travailler, et puis aussi que personne n'est en train de sombrer, parce que c'est aussi la possibilité pendant ce temps-là. Donc je crois que ça nous a rendu vraiment plus forts. Ce qu'on peut souligner aussi, on parle d'écosystème, d'environnement, on peut aussi parler d'infrastructure. Nous, on supporte 150 clients dans le monde, avec 200 millions d'abonnés derrière. Donc si Internet marchait en Bretagne, on aurait un gros problème. Donc c'est vrai qu'on a la chance aussi sur le territoire, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est un peu comme, on a de la fibre, on tourne le robinet, on pense que c'est un peu comme de l'eau, mais on a quand même des infrastructures très solides qui nous ont aidés, nous, à poursuivre notre activité, à la développer. Et face justement à cette concurrence à l'international et avec ce développement, c'est pour ça que vous avez fait cette levée de fonds de 20 millions d'euros quand même, je précise, l'année dernière, pour notamment la recherche et développement. C'est ça, donc nous, ça a été aussi un marqueur fort de l'accélération du streaming. Je pense qu'on a gagné, si vous regardez les chiffres de Netflix, vous voyez qu'il y a un boost au moment de Covid, donc il y a une adoption très forte. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, il faut accélérer. On s'est donné les moyens, on est rentré sur Euronext il y a exactement 1 an, c'est l'anniversaire. Donc on a levé 20 millions qui nous permettent justement de développer notre projet de façon sereine. Alors justement, performance durable, qu'est-ce qu'on entend par performance durable justement dans les enjeux à venir, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, sociaux. Justement, Sébastien Fogg, vous l'avez évoqué rapidement, mais il vous dit on a une accélération très rapide dans la modification de l'énergie que l'on doit utiliser, avec cet objectif d'avoir votre site 100% autonome. En énergie, avec des infrastructures nouvelles qui sont créées, et puis même un nouveau système avec vos agriculteurs, pouvoir proposer, je dirais, un lien complet entre le producteur de lait et vous, dans notamment la création de nouvelles énergies. Vous parlez de biomasse notamment. Oui, je crois qu'on a aujourd'hui un vrai devoir d'exemplarité. Je reprends là aussi les propos de Laurent Saint-Martin, mais il n'y a aucune incompatibilité entre effectivement ambition
et à qu'elle soit en termes d'export ou de chiffre d'affaires, et ambition en termes de respect de l'environnement. Sauf qu'il faut s'y mettre pour de vrai, en revanche. Et quand on fait un bilan carbone, nous on a commencé à le faire il y a 4 ans, donc avec Jean-Marc Jancovici et Carbone 4, on a désormais cette capacité de le faire en interne tous les ans, donc c'est quelque chose qu'on fait. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que 80% de nos émissions carbone viennent de notre amont agricole. Donc ça veut dire que soit on regarde ça et tel une autruche, on se met la tête dans le sable et on voit pas grand-chose, soit à un moment donné on va voir ces 600 producteurs et on leur dit écoute, par quoi on commence et comment on le fait. Et nous on a commencé aujourd'hui sur un plan qui est assez clair, en tout cas de notre point de vue. Le premier élément c'est de se dire on va mesurer tout simplement, exploitation par exploitation, donc ça fait 600 exploitations. On va mesurer individuellement chaque bilan pour chacune des exploitations. Et pour ça, on a recruté une équipe d'une dizaine de personnes qui sont formées et qui vont donc dresser exploitation par exploitation les bilans carbone. Ça a commencé il y a maintenant 1 mois et demi en arrière. Voilà. Ça va être la première étape. Et on va effectivement aller au bout de ce premier travail d'ici 18 mois. Une fois qu'on aura fait ce premier constat, il y aura évidemment un plan d'action, exploitation par exploitation, de sorte à ce qu'on ait un vrai enjeu collectif avec les exploitants agricoles et qu'on puisse apporter des solutions concrètes à ce constat-là. Le second sujet, c'est nous-mêmes. À un moment donné, aujourd'hui, quand on est acteur agroalimentaire, on voit 3 enjeux. 1, l'enjeu agricole, je viens de l'évoquer. 2, l'enjeu de l'eau, et je vais y revenir. Et 3, l'enjeu énergétique. Sur la partie eau, je crois que là aussi, on serait très mauvais acteur économique si on n'était pas dans l'anticipation du débat actuel qui se passe et qui nous semble légitime. L'eau est un bien précieux. Jean-Yves Le Drian pourrait évoquer toutes les guerres de l'eau qui existent déjà dans le monde depuis bien longtemps. Il n'est pas question qu'on ne prenne pas les devants sur le sujet. Et une de nos ambitions aujourd'hui, et ça va se concrétiser dans les 12 prochains mois, c'est de rendre notre usine historique autonome en eau. Pourquoi est-ce qu'on peut le faire? Parce que quand vous prenez ou quand vous collectez du lait, c'est 80-90% d'eau. Donc forcément, on a déjà une source interne qui aujourd'hui est rejetée et qui demain sera utilisée. Ça passe par une évolution de la réglementation française. Et aujourd'hui, même, je crois, il y a des arbitrages qui sont rendus à Matignon sur le sujet. Ça s'appelle Reuse. Et tous ceux qui peuvent nous aider dans ce débat politique sont les bienvenus. C'est important de le signaler. Et après, c'est évidemment un volet industriel. La première partie, c'est pas nous. La seconde, c'est nous. Et ça, on sait faire. Donc aujourd'hui, on a effectivement l'engagement de rendre notre usine de Plouvien 62, donc un vieux bâtiment, autonome en eau dans les 18 prochains mois. La partie énergie, c'est notre mix énergétique aujourd'hui est essentiellement tourné vers gaz, je l'évoquais jusqu'à présent. On a la volonté d'ici 24 mois d'avoir un mix énergétique qui soit transformé à hauteur de 60% avec de la méthanisation et de la biomasse. On a aujourd'hui 40% de nos sites qui sont investis en biomasse. Il faut qu'à l'échelle des 24 prochains mois, ce soit le cas dans la globalité du parc. Sauf que c'est beaucoup d'argent. Une biomasse, à notre échelle, c'est entre 7 et 8 millions d'euros. Sur 8 sites, comme vous êtes tous très bons en maths, ça fait quand même un petit peu d'argent. Et donc, forcément, c'est un enjeu collectif, c'est un enjeu de vision politique, c'est un enjeu d'ambition, tout simplement. Et une fois qu'on a réuni tous ces 3 éléments-là, on reconnecte avec l'enjeu agricole et on se dit, dès lors qu'on devient acteur de la biomasse et que la biomasse est un élément structurant de notre politique énergétique, on doit pouvoir là aussi repartir sur une logique de filière courte avec nos agriculteurs, qui soient eux-mêmes capables de refaire des talus, qui soient eux-mêmes capables effectivement de pouvoir faire pousser du bois de coupe, qu'on soit dans des contrats structurants pour eux et donc rémunérateurs, capables effectivement de leur acheter le bois et donc d'avoir une filière globale qui soit extrêmement cohérente et propice à l'export, et la boucle est bouclée. Ok, la boucle sera donc bouclée. Vincent Faujour, quand on est constructeur naval, le transport maritime, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Pareil, je dirais comme pour si l'entreprise, on se dit qu'il faut... on a une carte à jouer pour pouvoir travailler sur la décarbonation, comme disait Laurent Saint-Martin tout à l'heure. Et vous avez donc mis en place déjà, c'est déjà évidemment lancé, 2 aspects dans la décarbonation, à la fois le vélique et à la fois l'hydrogène. Oui, alors 3% des émissions de gaz à effet de serre, ça peut paraître pas beaucoup. Juste pour se le mettre en tête, si le transport maritime était un pays, il serait au 6e rang des pays émetteurs. Donc c'est quand même un vrai enjeu.
Ce qui veut dire qu'il va y avoir sur les années à venir de vrais objectifs qu'on s'est fixés aussi chez nous, mais au niveau de la flotte mondiale, elle va être à reconstruire. Donc la question, ce n'est pas tant de se dire est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'activités dans ce domaine-là, puisque juste pour rappel aussi, les chantiers mondiaux, peuvent finalement assurer 5% par an de renouvellement. Donc ça pose des enjeux tout de suite. Donc la question dans ce domaine-là, c'est pas est-ce qu'on va devoir décarboner? La réponse est évidemment oui. Est-ce qu'on va pouvoir décarboner? La question là commence à se poser. Et puis celle qu'on doit se poser nous collectivement, c'est est-ce qu'en France on va être capable de capter une partie de ce marché? Alors si on revient sur Piriou, effectivement, nous on a décidé de travailler sur nos produits. Voilà, et on travaille sur 2 domaines. On travaille sur la propulsion vélique d'une part, et puis sur la propulsion hydrogène d'autre part. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas en train de rêver, on est déjà engagé dans cette décarbonation. Nous, on a actuellement 4 voire 5 contrats importants en cours. Les navires décarbonés représentent ont représenté en 2022 et 2023 à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, et c'est en croissance. À titre d'exemple, on travaille pour Grand Sail, évidemment, et on leur fait un cargo à voile actuellement. On travaille pour Todt, on fait aussi des cargos à voile de près de 80 mètres. C'est des bateaux qui vont quand même traverser l'Atlantique totalement décarbonés. On vient de livrer à Jean-Louis Etienne le bateau Persévérance, qui va être un bateau d'assistance, de logistique pour le projet Polarpod. Donc c'est le premier voilier qu'on a construit chez Piriou. D'ailleurs, il était à Concarneau il y a une petite semaine. Et par ailleurs, il y a l'hydrogène. Un sujet auquel on croit aussi, et en ce moment on construit à Concarneau le premier navire à propulsion hydrogène. Alors c'est pas totalement l'hydrogène, mais quand même d'une manière significative, une drague pour la région Occitanie, qui est en construction à Concarneau, avec tous les enjeux que ça peut apporter, en particulier les enjeux réglementaires, parce que finalement ces bateaux-là on les a jamais vraiment construits, donc il n'y a pas forcément le corpus réglementaire autour de ça. Donc on travaille avec les affaires maritimes, avec le bureau Veritas, pour établir la réglementation d'un bateau qu'on est en train de construire. Donc c'est à la fois passionnant et on est bien conscient de ces enjeux chez Piriou, et on y travaille beaucoup. Alors, ça peut être effectivement un aspect de développement, vous le disiez, ça représentait 10% de votre chiffre d'affaires en 2022 et c'est en croissance. Pour vous, Broadpeak, quand on travaille dans le streaming, évidemment, on sait que c'est extrêmement énergivore. Et vous travaillez, vous aussi, sur des solutions qui doivent être moins énergivores. Vous me dites, tout logiciel qui n'existe pas est celui qui ne consomme pas. Et donc, comment est-ce que vous mettez en place de nouveaux produits pour répondre à ces enjeux-là ? C'est vrai que vous parliez de 3%, je crois que pour le streaming, tout ce qui est digital, on parle de 6%. Donc c'est vrai que ça donne le tournis. Nous, vraiment, on part d'une conviction au début, chez Broadpeak, on pense que le digital est bon pour la société et qu'il peut se développer tout en réduisant son empreinte. Et notre engagement chez Broadpeak, justement, c'est favoriser le développement du streaming tout en réduisant l'empreinte carbone. Comme vous dites, quand vous faites du streaming, que vous regardiez un match ou bien que vous regardez une série, c'est vrai que derrière vous, il y a une connexion avec un serveur dans le réseau. Et donc là, nous, on contribue énormément. C'est que nos serveurs sont des serveurs très haute capacité. Donc on travaille avec Intel pour justement optimiser au maximum l'énergie du CPU, du processeur, et puis le nombre de streams, donc de sessions qu'on peut délivrer avec un seul serveur. Donc aujourd'hui, on délivre 10 fois plus que nos concurrents avec le même serveur, ce qui fait que les 9 serveurs qu'on n'a pas besoin de déployer, effectivement, ils vont pas polluer. On travaille également avec le cloud public pour les événements live, par exemple, parce que c'est vrai que le problème avec le live, c'est que tout le monde veut voir le match, et puis après, il y a personne. Bien sûr, ça devient beaucoup moins après coup. Donc, vous avez des pics d'audience avec le sport qui font que si vous déployez une capacité pour ces pics, vous allez les utiliser une fois par semaine, une fois un jour, une fois par mois. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tire parti du cloud public pour justement venir déployer de façon élastique une capacité pour faire face
à une demande lors d'un événement, et puis on vient la replier après. Et donc, dernière innovation qu'on a chez Broadpeak, c'est pour le live, justement. On a une technologie qui s'inspire de la diffusion broadcast pour faire en sorte qu'il y ait une personne qui regarde ou 1 million de personnes qui regardent. On n'a pas d'impact sur le réseau. Donc ça peut amener la consommation électrique à moins 50% d'ici 2026. Donc on travaille avec les opérateurs. Les opérateurs sont très intéressés par ces projets. Pour eux, c'est des projets fast-track parce qu'ils ont une responsabilité aussi. Donc, ils sont prêts aussi à mettre des budgets pour avancer là-dessus. Mais je pense que le durable, c'est l'environnement, mais c'est pas que ça non plus. C'est aussi le social. Nous, on est présents dans 23 pays, donc on essaye d'exporter les standards aussi sociaux français à l'étranger. Pour un Américain, ça peut vouloir dire une semaine de vacances de plus, passer à 4 semaines au lieu de 3, 3 de base, enfin c'est 2 de base, 3, on n'a rien à faire 4. C'est aussi la prévoyance. Aux États-Unis, la santé et la prévoyance, aux États-Unis, si vous tombez malade ou bien si vous avez quelque chose de plus grave, vous exposez toute votre famille. Donc on travaille aussi sur ces standards-là. Et partout dans le monde. Donc vous voyez, c'est pas seulement aller le faire au Vietnam ou bien au Mexique, mais c'est aussi le faire dans des territoires qui sont pas forcément au top au niveau social. Et puis au niveau gouvernance également, on a cette responsabilité-là aussi de faire du business de façon éthique, de le faire de façon transparente. Donc je pense que c'est vraiment ces 3 aspects-là. Alors bien sûr, l'énergie, c'est très important. Donc il y a un lien aussi économique, puisque nos clients, quand ils utilisent nos technologies, bien sûr, ils contribuent, ils respectent leurs engagements, mais ils font aussi des économies substantielles. Donc ça, c'est assez vertueux au final. Alors justement, une performance sociale, Marc Capdeville chez Baxter, vous êtes Great Place to Work et vous avez déjà fait un travail avec EcoVadis, justement, qui est l'évaluation RSE de votre entreprise. Je crois que vous l'êtes également aussi chez Broadpeak. Voilà, exactement. C'est un enjeu essentiel aussi pour vous. Oui, tout à fait. C'est comment se démarquer, vous l'avez dit en introduction. Nous, site breton, dans un contexte international, on a pris le pari d'être une référence au monde. Comment peut être la référence sur les 3 aspects de la performance pour nous qui sont, oui, économiques, environnementales et sociétales. Alors, comment donner la visibilité à ça sur un marché international pour nos clients? Sur l'aspect sociétal, on est parti avec l'organisme EcoVadis. En fait, c'est un standard mondial d'évaluation de la RSE. On est parti des objectifs de développement durable. Il faut savoir que sur les 17 objectifs qui existent, on en coche 11 pour adresser notre politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est unique sur ce site, dans le groupe Baxter, et qui est unique. Donc on coche, oui, tu l'as dit tout à l'heure, sur les aspects, les thématiques environnementales, sociétales, droits de l'homme, éthique et achat responsable. Un exemple, sur l'environnement, on est une usine à déchets, nous. Alors nous, c'est le carton, le plastique. On valorise 100% de nos déchets. 98% de nos déchets repartent en matière. 2% c'est en énergie. C'est suffisant? Non, on va continuer. Parce que le développement durable, en fait, c'est bien plus qu'une destination, un objectif à lui-même, c'est une raison d'être de comment on est, oui, concurrentiel, compétitif, mais pas au détriment du bien commun. Comment on arrive à établir cette feuille de route qu'un plan d'amélioration, alors c'est bien, c'est pas bien des fois, mais on se dit, allez, on a notre cap, comme des bons marins, hein, et bien comment on fait qu'on soit de plus en plus vertueux? Un autre aspect, c'est la réduction des émissions. On avait un plan à 25% de réduction en 2030. Au bout de 3 ans, on l'a fait. Donc, est-ce qu'on s'arrête là? Non, on va continuer. Alors, ce qui nous a aidés, nous, c'est l'ISO 50001. Pour des personnes ou des entreprises qui veulent structurer leur mix énergétique, l'ISO 50001 vient structurer ça. On travaille donc sur le mix énergétique. Là, on est en réflexion sur, oui, le solaire, l'hydrogène, tout ça. Je ne pense pas qu'il y ait une solution. Suivant nos métiers, suivant nos activités, il y a peut-être une opportunité à adapter, à ajuster à chaque fois nos moyens de fabrication. Sur les achats responsables ou sur le développement produit, oui, on travaille beaucoup sur l'éco-conception. On considère tout le cycle de vie du produit, pas uniquement en fabrication et qu'à l'installer, mais comment on fait après, une fois qu'il est en fin de vie, comment on peut le revaloriser, et il y a des filières là-dessus, on essaie d'engager. L'éco-conception, on est arrivé à passer d'un bac plastique à un bac fait en canne à sucre. Alors, canne à sucre, on se dit, ouais, mais les produits de l'autre côté des océans. Mais ça, on l'a considéré dans notre évaluation. Donc, cet exemple-là, ramené à 1 tonne, on est passé de 300 kg de CO2 équivalent à 70. C'est parfait? Non.
on a amélioré. Vous voyez toute cette logique autour d'être une entreprise responsable, oui, compétitive, oui, on peut se défendre sur les marchés, et de plus en plus, les appels d'offres nationaux et internationaux font appel à ça, à ces critères-là. Alors, est-ce que c'est du greenwashing? Non, non, non. On n'est pas parfait, mais on avance, et ça fait la différence. Oui, la France, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, oui, la France se démarque par rapport à comment nous fabriquons. Il y a le quoi, le pourquoi, mais le comment, aujourd'hui, je crois qu'il est encore plus important pour nos clients, mais aussi nos salariés. Quand on parle d'attractivité, comment on peut proposer un modèle d'entreprise qui est dans le respect? Encore une fois, ça se construit et on fait appel à quoi? L'intelligence collective. C'est-à-dire que l'aspect social dans l'EcoVadis, il y a des critères sur comment on peut engager nos employés tous les jours. Dire, mais comment voulez-vous quelles sont vos idées? Comment voulez-vous qu'on fabrique? Comment voulez-vous qu'on opère? Comment voulez-vous qu'on vende nos produits? Mais il faut être assez humble en tant que dirigeant et de dire, peut-être je ne sais pas tout, mon codir ne sait pas tout. Par contre, il y a 500 personnes et je suis persuadé qu'à 500, on est plus intelligent qu'à une seule qui réfléchit pour tout le monde. Jacques Lemanque, rapidement. Oui, moi je trouve que c'est admirable chez EcoVadis que c'est un virus. Alors c'est un bon virus cette fois, ouais. Donc, puisque les grands groupes justement sont notés par EcoVadis pour prouver que, comment dire, qu'ils font les choses proprement et qu'ils progressent. Hein. C'est surtout ça qui est important, c'est la dynamique de progression. Et donc leurs fournisseurs sont évalués également. Donc vous voyez, et les fournisseurs de nos fournisseurs. Enfin donc nous on travaille avec EcoVadis aussi. Hein, et nos fournisseurs, on leur demande aussi de monter sur la plateforme EcoVadis pour progresser de la même façon. Donc c'est vraiment un écosystème très bénéfique. Et puis tu as tout à fait raison et je voudrais compléter sur le fait que ce n'est pas une certification, on est là pour évoluer et ça guide la démarche, quoi. Alors oui, il y a bronze, platinium, argent, il y a un score, mais l'idée, ce n'est pas le score, c'est comment ça nous invite, parce que le curseur change tous les ans. En fait, ils augmentent les exigences tous les ans. Alors, si vous êtes gold une année, parce que vous avez fait pas mal de choses, eh bien, vous pouvez être rétrogradé parce que l'exigence... Ça permet de donner une ligne directrice et c'est un cadre. L'évaluation est très sérieuse. Hein, donc il y a plus de 100 000 entreprises dans le monde qui sont évaluées. Et c'est un des... c'est français, EcoVadis? Qui sont français, dans plus de 175 pays. Parce qu'on parle de Bicorp, plus il y en a d'autres, mais EcoVadis, à l'explorer, ça va vous aider. Je pense que le message est passé. Je pense que tout à chacun a retenu EcoVadis. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus partager vos expériences, vos capacités à vous adapter. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la remise du Grand Prix VIE, Volontariat International en entreprise. Et pour cela, je vais inviter à me rejoindre Jean-Christophe Piot, s'il vous plaît. Merci. Et également Laurent Saint-Martin, s'il vous plaît. Et Vincent Boussicot, export manager d'éco-compteurs. Messieurs, bonjour. Donc le VIE, Volontariat International en entreprise. Jean-Christophe Piot, bonjour, vous êtes président du comité Bretagne des conseillers du commerce extérieur. Je vous en prie, asseyez-vous, quand même prenez place, on a un peu de temps ensemble. Et c'est une originalité bretonne de mettre en valeur non pas un ou une VIE, mais une PME qui utilise de façon emblématique le dispositif et donc du coup de le remettre dans ce cadre prestigieux qui est l'Open de l'International. Quelques mots justement sur cette démarche et sur ce que représente pour vous ce prix. Jean-Christophe Piot. Je crois qu'on passe d'abord la parole à Monsieur Saint-Martin. À Monsieur Saint-Martin. Ah mais Monsieur Saint-Martin, si vous préférez prendre la parole, avec grand plaisir. Alors, je crois qu'Annie Berthelot m'a donné 2 minutes, donc on a un peu de retard, c'est même moi, non je rigole. Donc on va passer très vite sur les... Donc Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, les directeurs et vous tous, chers amis, en vos différents grades et qualités. D'abord 2 mots sur l'institution peut-être indépendante des conseillers du commerce extérieur. Donc elle est forte de 4500 conseillères et conseillers à l'international et dans chaque région de France qui sont nommés pour 3 ans par décret du Premier ministre. Et nous sommes 60 en Bretagne, tous chefs d'entreprise ou cadres dirigeants de groupe, bénévoles et investis à l'international. Donc c'est une organisation unique au monde qui est âgée de 125 ans, mais qui a toujours su se renouveler et n'a rien perdu de sa vigueur. Depuis l'AG national de la semaine dernière à Paris,
Elle est présidée pour la première fois par une femme, Madame Sophie Sidos-Vicat, et 14 des 24 membres du nouveau conseil d'administration sont des femmes. Donc les CCE en Bretagne travaillent en parfaite osmose, et on parlait de l'écosystème international dont BCI et la TFE, et sont membres du conseil stratégique de l'export régional. 4 domaines couverts par l'action des CCE, la formation des jeunes à l'international, l'attractivité du territoire, les conseils au pouvoir public et enfin l'appui aux PME essentiellement primo-exportatrices. Donc c'est ce dernier aspect qui nous intéresse ce matin. Donc l'action nommée CCE Appuie Plus se décline à son tour en 3 axes. CCE Mentorat Plus, dont l'une des manifestations concrètes en Bretagne est la participation au matinal de l'export. CCE Financement Plus, CCE VIE Plus. Donc ce dernier axe consiste à faire en complémentarité et avec le support de Business France, BCI et la région, la promotion du volontariat international, notamment par le témoignage de CCE sur la performance du dispositif pour les entreprises auprès d'entrepreneurs mentorés. Donc en complément, le Comité Bretagne décerne depuis 4 ans un grand prix VIE exclusivement destiné aux PME, et ce afin de récompenser et mettre en valeur une entreprise utilisant de façon emblématique, comme vous venez de le dire, le dispositif. Et quelle plus prestigieuse tribune que cette plénière de l'Open de l'International pour cette remise de prix. Donc cette année, c'était serré. Nous avions présélectionné les entreprises Éco-Compteur, Socomore, Sylvadec et Vitalac. Et après une délibération serrée, comme je vous le disais, l'entreprise Éco-Compteur est lauréate de notre Grand Prix VIE. Elle emploie actuellement 2 VIE, l'un au Canada comme data analyst. Donc c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas que des commerciaux VIE. Et l'autre en Australie comme commercial IT Export. Donc nous avons le plaisir de remettre avec Laurent Saint-Martin, M. Vincent Boussicot, responsable export de Éco-Compteur, le Grand Prix VIE Entreprise Bretagne. Vous pouvez applaudir l'entreprise Éco-Compteur. Monsieur Saint-Martin, un petit mot avant que Monsieur Boussicot, puisque je vous ai grillé la politesse, excusez-moi. Non, je vous en prie. C'était très important d'entendre aussi à quel point les conseillers du commerce extérieur ont un rôle central justement dans tout l'écosystème. Et je voudrais profiter de cette remise de prix VIE pour dire à quel point nous comptons sur les CCE. Vous l'avez parfaitement dit, les CCE se renouvellent dans leur gouvernance en ce moment, effectivement, avec une nouvelle présidente, elle-même administratrice de Business France, c'est dire les liens qui nous unissent. Et donc, effectivement, que ce soit à l'étranger ou en France, le lien avec la TFE, Business France, les conseillers du commerce extérieur sont vraiment étroits et on prend beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Et je dois dire qu'en région, on a souvent des CCE qui sont très volontaires. Ce sont des bénévoles, il faut le rappeler. Ce sont des engagés pour la cause du commerce extérieur. Et ce sont évidemment des ressources qui ont acquis très souvent une expérience et une expertise inégalables. Et donc, ce que je voudrais juste mettre en lumière et en avant par rapport à ce que vous avez parfaitement dit, ce sont 2 missions. Le VIE, bien sûr, et on a l'occasion de le mettre en valeur, mais aussi le mentorat. Le mentorat, c'est une très belle mission qui fonctionne très bien, parce qu'à la fin, on parle beaucoup d'acteurs publics, privés, professionnels de l'accompagnement à l'export, mais au final, le chef d'entreprise, il aime beaucoup parler à un autre chef d'entreprise. Et le fait que les CCE soient pour beaucoup des chefs d'entreprise ou des anciens chefs d'entreprise, eh bien, il y a un rapport pair à pair de confiance qui se crée. Et donc, c'est une brique absolument essentielle que d'avoir les CCE à bord dans la chaîne de valeur de l'accompagnement. Et le VIE, évidemment, c'est un outil qui est absolument extraordinaire. D'abord, c'est un outil qui est français. C'est un outil qui n'a pas d'équivalent dans le monde. C'est un outil qui permet aux jeunes, effectivement, de moins de 29 ans, de pouvoir partir à l'étranger. Et c'est un formidable outil compétitif pour les entreprises. Soit, si vous êtes une grande entreprise,
pour inscrire vos parcours de recrutement de jeunes dans des diversités de mobilité internationale, soit si vous êtes une PME, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous ici, pour tester votre offre sur les marchés étrangers. Et il n'y a pas mieux que le VIE pour aller tester son offre sur les marchés étrangers ou aller renforcer des équipes techniques, des équipes de R&D, des équipes d'ingénieurs. Il y a de la place pour tous les profils dans le VIE. Ici, en Bretagne, on a enregistré 86 départs, je crois, récemment d'après nos compteurs. On peut en faire plus, on peut en faire davantage. On a vraiment besoin de chacun d'entre vous pour faire le relais de cet outil-là, parce que c'est un outil qui est peu cher pour l'entreprise. C'est un outil qui est extrêmement attractif pour les jeunes, qui leur ouvre des portes incroyables évidemment sur l'international. Et c'est un outil de ressources humaines qui marche. On a à peu près 90% des VIE qui trouvent un CDI à la sortie. Et on a à peu près 75% des VIE qui restent dans l'entreprise, qui les a embauchés à l'issue des 1 an ou 2 ans en fonction des contrats que vous signez. Donc les VIE, ça marche. Il n'y a pas de limite de nombre de VIE. Donc allez-y, signez des VIE avec les jeunes. La TFE est là pour vous accompagner dans ce sens-là. BCI est là évidemment aussi avec nous pour distribuer ce dispositif assez exceptionnel. Et puis parlez-en autour de vous si vous êtes déjà utilisateur et convaincu, parce que ça, typiquement, c'est une valeur ajoutée française, c'est un axe de différenciation français. Et il faut qu'on continue à en avoir davantage. Alors Vincent Boussicot, vous allez pouvoir justement témoigner de ce qu'apportent ces deux VIE au sein de votre entreprise. Donc au Canada et en Australie, peut-être dire quelques mots d'éco-compteurs. Vous êtes une entreprise spécialisée dans le comptage des piétons et des cyclistes. Vous avez près de 20 000 systèmes qui sont installés dans 55 pays dans le monde. Qu'est-ce que justement, pourquoi on fait ce choix des VIE rapidement, et qu'est-ce que ça apporte justement au sein de votre entreprise? Merci. Eh bien, d'abord, merci à vous pour ce prix qui vient récompenser notre entreprise et nos deux VIE actuellement en mission, donc Pierre et François, que je salue par ailleurs. Alors, vous l'avez rappelé à l'instant, on n'est pas du tout une entreprise qui est novice à l'export, puisque 75% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international, donc dans 56 pays. Mais c'est une idée qu'il faut essayer de battre en brèche. Le VIE n'est pas du tout réservé aux entreprises matures à l'export. Nous, dans notre cas, on a démarré les premiers VIE il y a plus de 10 ans sur des marchés sur lesquels on n'était pas du tout présent. Donc, c'était vraiment de la pure prospection commerciale. De test. Exactement. Donc, pour défricher un marché, pour trouver des distributeurs, pour les accompagner, les former, c'est un dispositif qui est idéal. Et puis la deuxième chose aussi que je voulais noter, c'est que, ça a été dit aussi à l'instant, c'est pas réservé non plus à des missions commerciales. Donc, en l'occurrence, notre VIE Pierre, qui est basé à Montréal, il est data analyst, donc il est chargé d'aider nos clients à mieux comprendre et mieux travailler avec la donnée. Et voilà. Et donc notre deuxième VIE, François, lui, c'est plus sur des missions assez classiques d'accompagnement de distributeurs, en l'occurrence sur des missions technico-commerciales en Australie et Nouvelle-Zélande. Voilà, il va normalement se déplacer en Nouvelle-Zélande d'ici quelques semaines, après des années de lockdown et de fermeture des frontières. Ok, merci beaucoup, merci à vous trois. Peut-être vous mettre devant pour une photo avec le prix, peut-être vous mettre, si vous voulez, je me permets, avec la photographe, peut-être d'avoir une photo de tous les trois avec le prix. Vous voulez, peut-être. Est-ce qu'on fait juste une petite, voilà, une photo de tous les trois avec le prix. En plus, vous aidez les appareils, les téléphones portables. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais appeler à me rejoindre Laurence Fortin, vice-présidente du Conseil régional en charge des territoires, de l'habitat et de l'économie, Jean-Pierre Ivry, président de la CCI Bretagne, et Christian Kefelec, président du directoire Besly. Madame, Messieurs, vous pouvez les applaudir. Merci. Vous pouvez vous mettre là, au pupitre, comme vous préférez. C'est Monsieur Kefelec qui va ouvrir la séance des... Donc vous mettez là, avec grand plaisir. Venez donc me rejoindre, c'est plus sympathique. Alors, ça marche? Ça marche très bien. Preuve d'une conclusion, c'est que ça ne s'écrit pas à l'avance. Je voudrais juste faire un petit aparté sur le prix VIE. J'insiste sur ce qui a été dit par tout le monde. Jean-Christophe, merci pour ton intervention. Puis Monsieur Saint-Martin, on n'a pas assez de VIE en Bretagne. Alors, j'ai une partie de l'explication, mais c'est trop
trop long à expliquer. Mais j'incite vraiment les entreprises à utiliser ce dispositif. C'est pas immédiat, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut accompagner les jeunes, mais c'est vraiment très efficace. Et pour l'avoir utilisé, ce qu'a dit Éco-Compteur, je partage. Revenir sur notre table ronde. Alors, je crois que j'ai pris une décision là pendant cette table ronde. L'année dernière, j'avais dit que c'était trop court. J'ai trouvé ça encore trop court. Ils avaient certainement plein d'autres choses à nous dire. Donc l'année prochaine, on va supprimer la pause déjeuner et puis ça devrait nous permettre d'avoir une plénière un peu plus, Ils en sont ravis, je pense. Je suis ravi parce que j'ai entendu. Peut-être que certains d'entre vous, certains de nos entreprises accompagnées par BCI auront trouvé que ce sont des propos de grosses entreprises pour la plupart ou d'entreprises déjà largement investies à l'international. Mais je crois que ce que j'ai entendu répond bien à l'enjeu qu'on avait en mettant ce sujet sur une table ronde, à savoir comment on peut donner envie à nos entrepreneurs d'aller sur ce chemin qui nous oblige à bousculer ce qu'on faisait avant et qui doit conduire à nous adapter et à être peut-être précurseurs. Donc j'ai entendu des belles choses. D'abord, j'ai entendu qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à l'export, que ça ne menace pas l'activité en Bretagne, évidemment. Innover est une obligation, donc ça c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est que je suis persuadé que l'international conduit à l'innovation. Parce qu'il faut se frotter à de nouveaux besoins, des besoins différents sur des territoires qu'on ne connaît pas nécessairement, et aussi se frotter à de nouvelles concurrences. Donc forcément, ça induit une capacité d'innovation nouvelle dans l'entreprise et ça conduit à ce que l'on soit encore meilleur chez soi en devenant meilleur, en devenant bon loin. Ça pousse à s'organiser. J'ai bien aimé gérer les déséquilibres. Hein. C'est quelque chose qui est motivé par la solidarité. Donc ce sont des choses importantes. J'ai juste entendu un petit mot sur les achats, donc je me permets une remarque personnelle. On n'a pas beaucoup parlé d'import quand on a parlé d'international. Mais ce côté achat, ce côté import est quelque chose que l'on doit aussi développer, notamment dans cette approche de notre développement durable, appelons-le comme ça, parce qu'on aura beau être les meilleurs à l'export, si nos produits sont fabriqués avec des matières qui viennent d'ailleurs, d'endroits pas recommandables, on sera de toute façon pas bon. On sera blacklisté, on aura quelque chose à se reprocher. Donc, en disant ça, je pense en particulier à notre industrie agroalimentaire, qui est le premier porteur à l'international pour la région. Donc, il y a des choses à faire. Et puis, il a été beaucoup question de valeurs, et c'est ce qui me rend optimiste, c'est que les valeurs de la région ont été bien mises en valeur, si je peux me permettre, par nos intervenants. Et je crois que ces valeurs qui sont... j'en suis intimement convaincu, même si pas complètement objectif, qui sont très bretonnes et très de solidarité et de vouloir aller de l'avant, c'est quelque chose qui va nous permettre de gagner face à tous les défis. Et donc, appuyons-nous sur ça. Et pour revenir au début de mon propos, eh bien, même si on est une PME, on a quelque chose à faire tout de suite. Comment on s'y prend? On n'est pas obligé de se mettre à construire des bateaux de 80 mètres tout de suite. Mais avec nos propres moyens, on doit se poser la question, qu'est-ce qui est remis en cause dans mon modèle économique et comment je vais répondre aux enjeux et comment je vais tout simplement répondre à ce que la société attend de nous, qu'en tant qu'entreprise, on soit capable de répondre à ces défis climatiques en particulier. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci beaucoup. Jean-Pierre Ivry, président de la CCI Bretagne, qu'est-ce que cette plénière vous a inspiré? Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, Madame la vice-présidente de la région. Monsieur Laurent Saint-Martin, merci d'être venu parmi nous, puisque la Bretagne est une terre d'expérimentation, et de faire un de vos premiers voyages en Bretagne, ce que vous nous avez dit l'autre jour au CCI France où j'étais, est une bonne nouvelle, puisque nous savons aussi essayer. Nous avons eu, je m'en rappelle, il y a quelques années à Brest,
un président de région et un ministre qui a tapé du poing sur la table pour dire on arrête et on passe à l'action en créant BCI. Cher Jean-Yves, et là, ce jour-là, tu avais pris une excellente décision. Et le réseau breton aussi a fait qu'on a suivi et qu'on a mis en musique, cette belle entreprise et ce beau service au service des entreprises qu'est BCI Bretagne Commerce International. Donc il est important de le rappeler, important de savoir où on vient. On parle aujourd'hui de beaucoup de transition. Donc je pense aussi que nous devons évoluer, nous devons tenir compte des aspects internationaux dans notre façon de travailler ensemble et en collectif. Nous avons de superbes outils, encore une fois, en Bretagne. Je viens de citer BCI, je peux citer également Bretagne Compétitivité, je peux citer BDI, et nous avons également des pôles de compétitivité et d'excellence. Tout cet écosystème sait travailler ensemble. Au niveau de la mandature de CCI Bretagne, j'ai mis le client, l'entreprise au service, au centre de nos démarches et de nos services. Donc je pense aussi que nous devons évoluer dans nos façons de travailler ensemble et nous savons le faire. Ça a été souligné tout à l'heure par Laurent Saint-Martin avec une volonté de travailler plus en Team France Export. Ce matin aussi, j'avais une réunion qui était intéressante sur la Team France Invest avec Madame Tardieu. Donc là aussi, on voit que les choses se mettent en place et que le collectif sait nous faire avancer et sait aussi tirer profit des talents bretons. Et donc cette Bretagne qui va gagner, ça va être une Bretagne qui va savoir évoluer, qui a déjà anticipé sur les transitions, et nous allons poursuivre pour accompagner nos entreprises effectivement à l'international, mais aussi à l'import. On a découvert avec les problématiques de guerre en Ukraine et les troubles qu'on a vus que l'importation était aussi importante. Donc des entreprises bretonnes qui n'exportent pas encore sont très intéressées, doivent se focaliser aussi sur la partie internationale. Ce que tu rappelais tout à l'heure, mon cher Christian. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, au travers des témoignages que l'on a vus, et on peut être fier des 4 chefs d'entreprise que l'on a vus, qui sont des vrais patrons de leur boutique, qui ont su anticiper, qui savent mettre le doigt sur des problématiques que l'on a vues qui ne sont pas faciles, notamment sur la partie agro, telle que soulignait tout à l'heure mon ami Sébastien. Nous savons rebondir, et je suis sûr que le collectif breton, le savoir-faire ensemble en Bretagne, va nous permettre de réussir ensemble. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Laurence Fortin, forcément, vous n'allez pas contredire ce que vient de dire M. Rivry. C'est le collectif qui fera la force de ce territoire. Bien, non, je ne vais pas contredire. On est d'accord. Monsieur le Président, messieurs, mesdames, en vos titres et qualités, d'abord, vous remercier pour vos interventions, vous dire quelques mots. Je ne vais pas être longue, en plus de féminiser un peu cette table ronde de la journée, je suis désolée. Je voudrais aussi... Je voudrais commencer par excuser le président de région Loïc Chenet-Gérard. C'est un habitué de l'Open de l'International. Il est aujourd'hui retenu à Paris et donc ne peut pas être parmi nous. Il en est vraiment désolé, mais il tenait quand même à saluer l'engagement des équipes de BCI et tout le travail qui est réalisé. Donc en son nom, un grand merci à vous. Peut-être vous dire ce qui a déjà été dit et très bien dit par l'ensemble des intervenants. On est dans une période assez particulière, assez singulière, on l'a dit. La question des transitions, la question des réinterrogations, de la redéfinition de nos missions qui concernent finalement toute notre société. Et évidemment, notre économie et notre rapport à l'international. Ce sont des moments, des bouleversements. On peut se le dire, ce que nous vivons, ça a été dit, la question de la crise Covid, l'Ukraine, le changement climatique avec parfois des sécheresses. On sait que, évidemment, avec en plus ces questions de l'énergie et autres, on ne fait plus et on ne fera plus comme on faisait avant. Et je pense que c'est d'ailleurs utile de se dire qu'on ne le fera plus avant. La question est de se demander, et du coup, dans ce contexte-là, comment on avance? Comment on repense notre rapport à l'international? Et pour le coup, je peux vous le dire très clairement, je suis convaincue, mais les expressions l'ont été très claires ce matin, l'international est nécessaire à la Bretagne, est nécessaire au développement de nos entreprises. On doit être visible, on doit être lisible, on doit être efficient. Ça a été rappelé par Laurent Saint-Martin, on doit travailler main dans la main. C'est vraiment ça l'ambition qu'on doit avoir pour vous, les entreprises bretonnes, et c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. On doit bien sûr nouer les partenariats, les alliances qui sont nécessaires, repenser nos chaînes d'approvisionnement, les processus de production, et ça encore, ça a été exprimé ce matin,
entre la finitude de ressources, la relocalisation, l'économie circulaire. Tout cela doit être intégré dans nos dispositifs, dans nos entreprises. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on fait, nous, au Conseil régional de Bretagne, et bien entendu, on se réinterroge. On se réinterroge, on repense, ça a été évoqué ce matin par le président Kefelec, qui a BCI a contribué à cette stratégie de développement et d'innovation à l'échelle de la région. Stratégie que nous avons souhaitée transversale. Parce que vous voyez bien que ces défis-là, on ne va pas les résoudre de la même manière que ce que nous avons fait depuis toujours. Et que dans tous les cas, il faut absolument qu'on sorte de nos silos. Il nous faut travailler ensemble, et nous avons intégré la question de la formation, la question de l'enseignement sub-recherche, et effectivement, ce matin, avec Madame Tardieu, ça a été bien évoqué, la question de la formation et la cohérence entre la formation et le développement économique, et encore plus à l'international demain, c'est quelque chose que nous devons faire. C'est ce qu'on travaille à l'échelle du Conseil régional de Bretagne. Ça va nous inviter à revoir, bien sûr, nos dispositifs d'accompagnement, ça va nous inviter à retravailler la manière dont nous pensons cet écosystème, bien entendu travailler sur les mutualisations, faire des points entre les différents acteurs, l'efficience de l'écosystème pour votre efficience à vous dans vos entreprises demain. Et bien entendu, j'ai envie de dire comme dans l'ADN de BCI, c'est avec les chefs d'entreprise que nous réalisons ça. C'est ce travail-là que nous faisons et que nous continuerons encore cette année pour apporter encore plus d'efficience et plus international, parce qu'on sait que la Bretagne est internationale et doit continuer à se développer. Donc merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci madame, merci messieurs. C'est donc la fin de cette plénière. Merci à tous d'avoir assisté. Merci aux chefs d'entreprise d'être venus témoigner sur cette table. C'est maintenant l'instant du cocktail networking. Monsieur Kefelec, président, vous le disiez, c'est un moment d'échange, de partage d'expérience. Donc c'est un moment pour vous, dans quelques instants, de pouvoir partager autour d'un cocktail, d'un verre et de quelques petits fours, je pense. Merci à tous, en tout cas. Très belle journée. Et encore merci à monsieur Saint-Martin. Et encore merci à monsieur Saint-Martin.